À la baie du Tson, ou récit de la première visite pastorale de Monseigneur Narcisse Zéphirin Lorrain. Dimanche 15 juin à 2h p.m., le matawan de M. Latour, par un dernier coup de sifflet, donnait le signal du départ, et nous montions à bord au milieu des vœux des pères des messieurs Rankin et Farr. L'un chief factor et l'autre bourgeois de l'honorable compagnie. Enfin, de toute la population réunie sur le rivage. Le bateau nous conduit au pied du premier rapide des 15. Nous dîmes adieu à M. Latour. Il nous répondit au revoir. Si la chose est possible, dit-il, à votre retour de la baie du Tson, je viendrai vous reprendre ici. Là, nous reprendrons notre canot d'écorce pour ne plus le quitter du voyage. Nous sommes 5 voyageurs. Outre sa grandeur, Monseigneur Lorrain et mon humble personne, le canot porte dans ses larges flancs 3 paires au blas. Le père C.A.M. Paradis, missionnaire à Témiscamingue, les pères P. Gladu et N.S. Dozois, professeurs au Collège d'Ottawa. Ils devront nous accompagner jusqu'au bout du voyage. Il était un canot, le plus beau des canots, n'ayant pas le défaut d'aller au fond de l'eau. Belle était sa couleur et bien grand son honneur. Il avait le bonheur de porter sa grandeur. Il s'appelait Zéphyr, à vous qui savez lire. Pas né besoin d'écrire ce que cela veut dire. Il était bien nommé, il était bien gommé. Il allait se promener jusqu'à la Hudson Bay. Équipage. Okuchin, le capitaine assis à la proue. Angus Wapikijik, ou temps clair, le gouvernail, assis à la poupe. J. Maskinijik, nuage au firmament. Et un Canadien, P. Lapointe, le cuisinier, chargé de faire bouillir la marmite pendant tout le cours de l'expédition. Désirez-vous connaître le nom de ces différents rapides? Voici les principaux. Le pied des 15, le rapide de l'Alouette, le Kanitawakanjamong, c'est-à-dire l'endroit où il y a un chemin sur les 2 côtés, le rapide de l'île, le Kinébik ou la couleuvre, l'Akwanikijikiji, le courant ombragé de cèdre, le Kekek, l'épervier, où nous sautons par un portage impossible à travers les cailloux et les embarras dans un petit lac en dehors du lit de l'Ottawa, dans lequel nous revenons par un second portage plus impossible encore. Le Kaokiken-Sajemuk, le chemin qui tourne dans les cyprès. En effet, on commence à rencontrer ici des bois de cyprès, si rares dans le bas de l'Ottawa et si communs à la hauteur des terres. Les érables, portage qui se fait à travers une belle forêt de merisiers et d'érables. Enfin, la tête des 15, et vous arrivez à un beau lac, celui sur les rives duquel je vous écris en ce moment. Long de plus de 40 milles, dont les eaux sont presque de niveau avec celles de la hauteur des terres, du moins en cette partie du pays. Le lac des 15 descend dans le lac Témiscamingue par une suite de gradins. À chaque degré, il se repose, forme des étangs paisibles, se divise en 1000 chenaux divers, fait paresseusement le tour d'îles aux figures les plus fantastiques, se perd dans les baies profondes, s'endort sous l'ombre des feuillages. Nous avons passé la nuit à la tête des érables. Nous venons de faire ce matin le dernier portage des 15 et dans un quart d'heure, nous naviguerons à grands coups d'aviron sur le lac qui porte le même nom. Lac des 15, 17 juin 1884. Mardi le 17 à 8h AM, laissant l'Ottawa sur notre droite, nous entrions dans une baie du lac des 15 qui peut avoir 4 lieues de long sur 2 de large, avec des rivages à fleur d'eau, un vrai miroir encadré d'azur. Tout à coup, nous apercevons en arrière 3 canots qui nous poursuivent à bride abattue. Nous nous arrêtons. C'est amable Jiwim, la mouche, avec sa famille. Monseigneur leur distribua des objets de piété et les chargea de dire aux Winaweas, tribu à laquelle ils appartiennent, de venir le rencontrer à Témiscamingue au commencement d'août. La tente est dressée sur la mousse au pied de la chute écumante, auprès d'une petite nappe d'eau encadrée de verdure. Okuchin, la gomme d'épinette dans une main, un tison enflammé dans l'autre, visite les coutures du bâtiment d'écorce tiré et renversé sur le rivage. Monseigneur, assis au pied d'un arbre, récite son bréviaire. La scène parut si belle au père Paradis qu'il prit son crayon et la reproduisit sur son cahier. Le père est un artiste bien connu. Nous rapporterons avec nous les points de vue les plus pittoresques que la route offrira à notre admiration. Le père n'a oublié d'y peindre qu'une chose,
les Maringouins. C'est ici un vaste pays de colonisation, renfermant non seulement quelques cantons de bonne terre, mais toute une province, tout un royaume. La presse, 24 novembre 1905. L'Église et l'État se donnent la main. Séance du soir. À la séance du soir, présidée par l'honorable ministre Prévost, M. l'abbé Latulippe, représentant de Monseigneur Lorrain, évêque de Pembroke, parle de la région du Témiscamingue. Il regrette que le service des bateaux soit insuffisant au Lonceau pour le trafic de la région. Toutefois, à Ville-Marie et au Témiscamingue, on ne va plus en train à chien et en canot. Les côtes sont hautes, rocailleuses et même montagneuses. Mais ce n'est que l'entrée du paradis terrestre du Témiscamingue dont toutes les richesses sont toutes à l'intérieur. Le pays est neuf, mais les récoltes sont belles et abondantes. Il faudrait des réserves forestières, une agence de colonisation, avec une carte des terrains à coloniser et les travaux à y faire. Il faudrait des guides et s'assurer que l'argent est employé à la colonisation et non à l'avancement de quelques particuliers. Le comité croit que l'on devrait prendre des moyens d'aider au rapatriement des Canadiens des États-Unis pour en faire des colons dans la province de Québec. Le samedi 20 mars 1909. Une heureuse nouvelle. Nous lisons dans l'Éclaireur. Le courrier de ces derniers jours nous apportait une heureuse nouvelle. Le gouvernement provincial va mettre à la disposition des colons au Témiscamingue des centaines de nouveaux lots le 1er juillet 1909. Au moment où nous écrivons ces lignes, des arpenteurs, sur l'ordre de l'honorable premier ministre Gouin, sont en route pour cette belle et vaste région de colonisation avec mission de diviser ces lots. Le terrain qu'ils ont à diviser comprend toute la partie sud du lac des 15 et le parcours du lac Expense. De là, l'arpentage se continuera vers le nord de chaque côté du chemin d'hiver tracé cette année par le gouvernement et partant de la baie de Gillis pour contourner la partie sud du lac Expense jusqu'au lac Long. Grâce à l'admirable dévouement de Monseigneur Latulippe, le nouvel évêque colonisateur de cet immense territoire, une ère de progrès et d'avancement va s'ouvrir pour le Témiscamingue. Oui, à l'œuvre tous et en avant la colonisation! Télesphore Simard, arpentage du canton Latulippe, à l'honorable ministre des Terres et Forêts, Québec. Monsieur le ministre, en vertu d'instructions que m'a confiées votre département en date du 13 mars 1909 pour la subdivision d'une partie du canton Latulippe, comté de Pontiac, j'ai l'honneur de vous transmettre le rapport suivant. Le 20 du même mois, je me suis rendu sur les lieux pour localiser une partie de la subdivision que j'avais à faire sur le lac des 15 et pour déterminer les principaux points de repère pour le reste de cette subdivision. Comme il y avait dans le temps 5 pieds de neige et qu'il m'aurait fallu débarrasser mes lignes à nouveau à l'été, j'ai suspendu mon ouvrage pour jusqu'au mois de juin. En juin, après avoir travaillé 3 semaines, la difficulté de garder des hommes par rapport aux mouches et au feu, qui m'a détruit jusqu'à mes canots, je me suis vu forcé de remettre l'ouvrage en septembre pour terminer vers la fin novembre. Position géographique. La position géographique de ce canton, comparée à celle des autres cantons de toute la province de Québec, est presque exceptionnelle en effet. Vu que c'est chose décidée que le gouvernement fédéral fera construire au printemps une écluse à la tête de la rivière des 15, ce qui détruira le petit rapide au pied du lac Barrière. Il se trouve borné au front par le centre d'une navigation ininterrompue de 200 000 environ. Mais à l'heure actuelle, avec un tirant d'eau de 3 pieds, avec 4 portages d'une longueur totale de 8 000, on peut de ce canton, en passant par le lac Expense, les rivières Ottawa et Kinojévis, les lacs Turnback et Home Seal et la rivière Aricana, aller rejoindre le transcontinental. Terre. La superficie du terrain que je viens d'arpenter dans ce canton est de 28 660 acres et la superficie de terre arable de première classe pour la culture est d'environ 16 196 acres, c'est-à-dire 60% ou encore mieux. Juste la portion raisonnable calculée nécessaire que le colon sera obligé de laisser en forêt pour la protection d'une région agricole. Comme on peut le constater sur le plan, ce canton est très bien arrosé par une foule de petits ruisseaux. Sans compter la rivière Fraser, les ruisseaux McFarland et Gillis et les lacs Ron et Moore. Ces cours d'eau seront de puissants auxiliaires pour l'égout,
car on n'y rencontre la bonne terre que sur les terrains plats. Pêche. Sur le lac des 15, la rivière Fraser et les ruisseaux Gillis et McFarland, le brochet, le masquinongé, l'esturgeon, le doré, l'achigan et le poisson blanc y abondent. Depuis mémoire que ces endroits sont pêchés au filet et ça ne semble pas diminuer. Sauf 2 ou 3 milles, nous avons maintenant un chemin carrossable de Ville-Marie jusqu'à ce canton, soit une distance de 20 milles. Nous avons aussi le chemin d'hiver du transcontinental qui traverse le canton en entier du sud-ouest au nord-est. Il y a même 4 milles de ce chemin de presque terminé. On peut aussi entrer dans ce canton par les ruisseaux Gillis et McFarland avec un tirant d'eau de 3 ou 4 pieds, et dans la rivière Fraser avec un tirant d'eau de 7 à 8 pieds. Comme vous le voyez, Monsieur le ministre, ce canton offre une foule d'avantages que l'on ne rencontre pas toujours ailleurs, et qu'on semble bien comprendre, car depuis l'été dernier, il y a déjà une quarantaine de colons qui y ont fait et qui y font encore des défrichements à l'heure actuelle. Je crois que si le département de la colonisation continue à y faire ouvrage de nouveaux chemins et à parachever les 3 ou 4 milles du chemin appelé Chemin des 15, je crois, dis-je, que ce canton ne sera pas assez étendu pour fournir aux demandes du printemps. J'ai l'honneur d'être, Monsieur le ministre, votre très respectueux serviteur. Télesphore Simard, Ville-Marie, 24 janvier 1910. Le Canada, 17 septembre 1909. La Tulipe, 8 août 1909. Monsieur Marquette, 82 rue Saint-Antoine, Montréal. Monsieur, je voudrais vous remercier de m'avoir envoyé au Témiscamingue avec mon camarade Tissier. Mon camarade et moi, nous avons travaillé quelques jours dans la direction du lac des 15 et, à notre première journée libre, nous sommes venus au canton de la Tulipe pour voir les terres. Nous avons été émerveillés de la richesse du sol. Un seul habitant, M. Le Goff, s'y trouvait installé, il y a 15 jours, au pont de la Fraser. Le sol nous a paru tellement fécond que nous n'avons pas hésité à nous installer à côté de lui. Et depuis, une trentaine de nouveaux colons sont venus nous rejoindre. 16 habitations sont à peu près achevées sur ce sol qui n'est pas encore mis en vente. Et près de 2 à 3 acres de terrain sont déjà défrichés autour de chaque habitation et le travail se poursuit activement. Nous avons été étonnés de la belle production de M. Le Goff, un Breton arrivé ici au mois d'avril. À chaque pied de pomme de terre, on trouve plus de 15 tubercules, l'avoine très formée, à plus de 5 pieds de hauteur. Seule la récolte de choux, qui était magnifique, a été ravagée par les orignaux, très nombreux ici. Une rivière magnifique dans laquelle se mirent les sapins gigantesques arrose cette riche contrée du canton de la Tulipe, où l'on ne rencontre aucune roche. La terre, jaune, noire et grise, est très meuble et fournit une herbe épaisse et très haute dans les clairières assez nombreuses. Il n'est pas rare de trouver des clairières de 2 ou 3 acres qui semblent une belle prairie où il ne manque que le bétail. De grands chantiers vont être établis ici l'hiver pour le bois et commenceront dans une quinzaine de jours, mais en dehors de ces chantiers, nous voyons arriver de nouveaux habitants presque tous les jours. Et bientôt, ceux qui voudront des terres devront s'éloigner de plus en plus vers le nord. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes salutations empressées. F.E. Courtois, Colon, Hôtel Landreville, à Ville-Marie, Témiscamingue. Le Devoir, jeudi 2 juin 1910. Colonisons le Témiscamingue. Aux Canadiens des États-Unis, le chemin de fer Pacifique canadien prépare une magnifique excursion au Témiscamingue le 16 juin prochain. Si vous désirez venir visiter cette belle région ou vous y établir, vous êtes prié de vous rendre à Montréal et de prendre passage sur le train qui quittera Montréal le 16 juin à 9h50 p.m. Je voyagerai moi-même sur ce train et je pourrai vous donner toutes les informations nécessaires pour faire un voyage utile et intéressant. Je vous invite bien cordialement à profiter de cette excursion. Les prix sont très réduits. Voici quelques renseignements utiles. Le prix de la pension dans tout le Témiscamingue est de 1,25 $ à 1,50 $ par jour dans les hôtels.
moins élevé dans les familles privées. Le prix d'une voiture de 5 places est de 5 piastres par jour, 1 piastre par tête. De Ville-Marie, on se rend à Saint-Isidore à 13 000 et au canton La Tulipe à 25 000 environ par une bonne route. De Nord-Témiscamingue, on va au canton Guérin à 12 000 de la Rivière-Blanche, dans la province d'Ontario à 9 000. Si vous désirez visiter le côté d'Ontario, vous traverserez de Ville-Marie ou de Nord-Témiscamingue à Haileybury, Ontario. 1 piastre, aller et retour. En route, compatriotes! Ne manquez pas l'occasion de venir visiter une des plus belles régions de colonisation du Canada. Révérend Ivano et Caron, missionnaire, colonisateur. Le Canada, 30 juin 1910. Entrevue avec l'abbé Ivanoé Caron. 500 scolaires sont allés visiter le Nouvel-Ontario et le Témiscamingue. Un bon nombre est allé du côté de Sudbury, Verner, Sturgeon Falls. Environ 300 se sont rendus à Ville-Marie et à Témiscamingue, où l'abbé Caron les a quittés pour retourner à Montréal. À Ville-Marie, on a fait une ovation aux visiteurs. Toute la population de ce joli village et des alentours s'était portée à leur rencontre. Plusieurs sont allés dans le nouveau canton La Tulipe sous la direction de l'abbé Larocque. Une nouvelle excursion aura lieu dans les premiers jours d'octobre, qu'on se le rappelle. Arpentage La Tulipe, Télésphore Simard, temps journal, juillet. 29 juillet, je travaille une demi-journée avec Sirard, Bouliane, A et A Lemay, Richard, L et E Moreau. Il pleut le reste de la journée. J'ai la visite de l'abbé Caron, missionnaire, et de monsieur le curé de Saint-Isidore. Il reste avec moi une journée. 3 août, je travaille une demi-journée avec Sirard, Bouliane, A et A Lemay, Richard, L et E Moreau. J'ai la visite de Monseigneur Latulippe, accompagné de 3 prêtres. Les messieurs restent avec moi jusqu'au lendemain midi. 10 août. Je suis obligé de discontinuer l'ouvrage, ne connaissant pas l'endroit où l'on construira le pont sur la rivière Fraser. Je pars pour Ville-Marie à 6h AM. 11 août. Construction du plan Brouillon. Le Canada, jeudi 8 septembre 1910. L'honorable ministre Devlin au Témiscamingue. Le ministre de la colonisation fut acclamé. Ne pouvant aller partout lui-même, l'honorable ministre Devlin dépêche M. Castonguay, directeur des chemins, et M. Carufel, agent de la colonisation, du côté de la rivière Fraser sur le chemin des 15, dans le canton La Tulipe, où des travaux considérables sont mis en œuvre. Il s'agit là, pour le moment, de la construction d'un pont sur la Fraser et le parachèvement du chemin de l'entrée du canton à son extrémité, c'est-à-dire beaucoup au-delà de la Fraser. Comme on le sait, ce chemin que l'on appelle le chemin des 15 doit s'étendre jusqu'au Grand Tronc Pacifique en traversant les cantons d'Evelyn et Brodeur. Bien que récemment arpenté et ouvert à la colonisation, on compte déjà dans ce canton 25 à 30 familles venant pour la plupart des États-Unis, des comtés de Nicolet, de Champlain, de Portneuf et du Saint-Maurice. La construction du pont sur la Fraser, qui commence incessamment, comble de joie ce petit groupe de colons auquel il ne manquait plus que ça pour combler leurs désirs. Lors de son passage, dans cet endroit il y a pas longtemps, Monseigneur Latulippe a fixé le site d'une chapelle et d'une école dont la construction ne se fera pas attendre. Il y a là plus de 25 enfants en âge de fréquenter l'école. On ne saurait décrire la joie de ces bonnes gens à la vue des représentants du ministre de la colonisation qui ne les avaient pas oubliés et leur donnaient un octroi plus que généreux pour leur chemin. L'honorable ministre Devlin et ses amis sont ensuite partis sur le bateau pour Nord-Témiscamingue et le canton Guérin. La patrie, 5 octobre 1910. Excursion de colonisation au Témiscamingue, Québec et au Nouvel-Ontario. Jeudi 6 octobre 1910, limite de retour 6 novembre 1910. Les billets permettent d'arrêter en route au retour à n'importe quelle station à l'ouest de Mattawa, Ontario. La patrie, samedi 8 octobre 1910. Précis historique du Témiscamingue. De toutes nos régions de colonisation, il n'en est pas une seule qui jouisse aujourd'hui d'une plus grande vogue que celle du Témiscamingue. Il faut admettre aussi que c'est un pays excessivement riche et fertile, promettant beaucoup pour l'avenir. En quittant le mont Carmel, nous prenons le grand chemin des 15 et après 7000 de course sur une route plus ou moins accidentée, nous sommes à l'entrée du canton La Tulipe. De là, nous longeons la baie Gillis sur le lac des 15. Après 3000 de marche, nous arrivons à la rivière Fraser, à l'endroit où doit s'élever la première église du canton La Tulipe. Ce canton vient d'être ouvert à la colonisation. À la fin du mois de juillet, on y comptait 18 familles établies, presque toutes sur le rang 7.
24 lots sont maintenant occupés. 145 acres sont défrichés. On a semé en grains 11 acres environ. Voici les noms des premiers colons du canton La Tulipe. Eugène Le Goff, venu de Paimpol, Philippe Richard de Nicolette, Zéphirin Moreau de Bécancour, Louis et Eugène Réondet du département de l'Isère en France, Adjutor Marcotte et Eugène Tremblay de Saint-Léonard de Portneuf. Le manque de routes carrossables a empêché un certain nombre de colons de se rendre au canton La Tulipe. Cet obstacle va disparaître. Depuis le mois de juillet, on travaille activement à la continuation du chemin des 15. Un pont sur la rivière Fraser est en voie de construction. Le printemps prochain, nos braves colons pourront se rendre sans difficulté jusqu'au centre du canton La Tulipe, qui ne tardera pas à se peupler. Le Canada, lundi 31 juillet 1911. La colonisation marche à grands pas. Monsieur l'abbé Ivanhoe Caron, missionnaire colonisateur pour le Témiscamingue, est actuellement à Montréal. Je suis arrivé ce matin d'une tournée dans la région du Témiscamingue et j'ai constaté que la colonisation y marche à grands pas. Depuis le mois d'avril 1910, près de 150 familles se sont établies dans la région. Les cantons de Guérin et La Tulipe sont les plus achalandés. Une église a été construite au printemps dans le canton Guérin et un curé sera installé dans le courant du mois de septembre dans la nouvelle paroisse de l'Allemand au canton Guérin. De même, dans le canton La Tulipe, une belle paroisse est en voie de formation. Le département de colonisation a dépensé une forte somme pour la construction de routes nouvelles et maintenant les colons peuvent se rendre sans difficulté dans les cantons Guérin et La Tulipe. Les nouveaux colons sont enchantés des richesses du pays et de la fertilité de son sol. Ils disent que plusieurs de leurs parents et amis se proposent d'aller les rejoindre bientôt. La presse, 18 octobre 1911. L'honorable M. Charles Devlin au Témiscamingue. L'honorable M. Devlin, ministre de la colonisation, des mines et des pêcheries, est actuellement dans le Témiscamingue. Il a fait l'inspection du nouveau chemin qui conduit au canton La Tulipe. Il s'est déclaré surpris du travail fait. Ce chemin est, en effet, un des plus beaux chemins de la colonisation de la province. Le ministre était accompagné dans ce voyage par M. le maire Tremblay et M. Simard, arpenteur. À La Tulipe, il a été accueilli avec enthousiasme. Un événement important allait déterminer un nouveau courant d'émigration de ce côté. C'est la création, le 1er octobre 1908, du vicariat apostolique du Témiscamingue avec Monseigneur La Tulipe comme titulaire. Sous l'influence de son laborieux apostolat, 2 nouveaux cantons ont été ouverts. Le canton Guérin, en 1908, le canton La Tulipe, le printemps dernier, et ces 2 cantons se peuplent rapidement. Le canton La Tulipe, ouvert à la colonisation au mois d'avril 1910, renferme maintenant 22 familles. Condition de la vente des lots. Dans le Témiscamingue québécois, le prix de la terre est de 30 centimes l'acre. Un lot ordinaire compte 100 acres. Le prix est payable en 5 versements égaux, dont le premier au moment de la vente, et les 4 autres annuellement avec intérêt au taux de 6 %. L'acquéreur devra, dans les 18 mois de la date de vente, bâtir une maison habitable d'au moins 16 pieds sur 20, l'occuper et y résider continuellement de ce moment jusqu'à l'émission des lettres patentes. Dans le cours de 5 ans, il devra défricher et mettre en bonne culture une étendue d'icelle égale à au moins 15 acres en un seul bloc, mais il faudra que chaque année, il défriche au moins 3 acres. Et il ne pourra défricher plus de 5 acres par année, sauf si le bois a été détruit par force majeure et après autorisation spéciale du ministre des Terres. Et à l'expiration des 5 années, il devra posséder sur le dit lot une grange d'au moins 20 pieds sur 25 et une étable d'au moins 15 sur 20. Les 2 pouvant néanmoins consister en une seule et même bâtisse. 3 acres au moins de la partie en culture devront être labourables. Il devra chaque année cultiver le terrain qu'il aura défriché comme susdit. Rapport des lacs. Télesphore Simard, 29 juin 1912. Rapport à l'honorable ministre des Terres et Forêts, Québec. Monsieur le ministre, pour répondre aux instructions reçues de votre département en date du 2 février dernier concernant le levé des lacs des 15, Expense, Winwash, etc., j'ai l'honneur de vous faire le rapport suivant. Lac des 15. Sur ce lac qui a à peu près 36 000 de longueur sur une largeur moyenne de 1 000 écarts, il y a déjà 2 cantons subdivisés. Ce sont les cantons de La Tulipe et Guérin.
Quoique les lots de ces cantons n'aient été mis en vente que depuis une couple d'années, ils sont déjà en grande partie tous concédés. Autour de ce lac, d'après la connaissance que j'ai déjà des lieux, je ne crains pas d'affirmer qu'il y a place pour 4 cantons, tous aussi beaux que les 2 précités. Lac Expense. Ce lac a 73 000 de contours. Dans chacune des baies vertes, Cloque, de la Pauvreté et Windwash, il y a amplement d'espace pour de grosses paroisses. La terre y est très riche, le climat le même que sur les bords du lac Témiscamingue et le barrage des 15 terminé, soit dans 2 ans tout au plus, il n'y aura qu'un portage de 17 000 qui séparera la navigation de ces lacs de celle de l'Aricana, qui nous conduira directement à la voie du transcontinental. Bois. Sauf dans la partie sud du lac Travers, il ne reste plus de pin. Le dernier qu'il y avait sur le lac Expense a été enlevé l'hiver dernier par la compagnie Bryson Fraser. Pêche et chasse. Tous ces lacs sont remplis de poissons. Brochets, masquinongés, achigans, poissons blancs, etc. et de grosses dimensions. Du lac Expense au lac Travers, c'est vraiment extraordinaire la quantité d'orignaux qui y séjournent. On n'y rencontre que quelques chevreuils. Il y a aussi beaucoup de castors, visons et loutres. J'ai l'honneur d'être votre très respectueux serviteur, Télesphore Simard, Ville-Marie, 29 juin 1912. L'Action sociale. 20 février 1913. La colonisation au Témiscamingue. Nous faisons faire l'arpentage et la classification des lots, et quand nous avons assez de terres colonisables pour constituer une paroisse, nous mettons les lots en vente. L'arpentage a été fait dans les cantons Brodeur, Bonneville et Clérion. Nous construisons le chemin La Tulipe, qui aura une longueur de 100 000 quand il sera terminé. Il traversera la rivière des 15 à son endroit le moins large et ira aboutir à Amos, dans l'Abitibi, sur le transcontinental. Dans le canton La Tulipe, cette année, 4 milles de chemins carrossables ont été terminés. 3 autres milles ont été ouverts. Nous en aurions fait davantage si les colons n'avaient pas été occupés sur leur lot. Il n'est pas facile de monter de la main-d'œuvre dans ces endroits reculés. Dans tout le Témiscamingue, le gouvernement a dépensé en 1912-1913 la somme de 21 595 et 12 cents pour des routes et des ponts. Le canton La Tulipe en a eu 5 221 et 22 cents. Du 1er avril au 31 décembre 1912, 88 lots de 100 acres ont été achetés et mis sous billet de location. La colonisation a été surtout concentrée sur les cantons La Tulipe et Guérin. Dans le canton Guérin, 22 familles se sont établies du 1er septembre 1911 au 30 octobre 1912. Une dizaine d'autres se sont fixées dans le canton La Tulipe. Et dans le Témiscamingue, les colons n'ont pas à se plaindre des marchands de bois. Cette année surtout, les colons ont vendu leur bois à de bonnes conditions. Le droit, jeudi 25 septembre 1913. La Tulipe. Notre jeune canton a vu avec joie s'ouvrir une école sous la direction de Mademoiselle Richard, fille de M. Philippe Richard, l'un des pionniers de la Tulipe. En attendant la construction d'une école, la classe se fait dans la chapelle de la Mission. Le bien public. 16 juillet 1916. Témiscamingue. Les travaux de l'exhumation des morts de l'ancien cimetière avancent rapidement. On croit qu'ils vont être terminés à la fin de cette semaine. Le droit, 22 novembre 1916. Chasseurs de la Tulipe. Les chasseurs de profession et même les amateurs trouvent dans nos bois tout ce qu'il faut pour satisfaire leurs ambitions et exercer leur habileté. Il y a quelque temps, 15 renards ont été abattus non loin d'ici et plusieurs chevreuils ont été aperçus. Beaucoup de chasseurs de la Tulipe quittent leur grand bois sombre pour venir faire la chasse ici. C'est tout de même un petit coin merveilleux que Ville-Marie, cette capitale du Témiscamingue. L'Abitibi, 17 juin 1920. L'honorable M. Perrault au Témiscamingue. L'honorable Joseph-Édouard Perrault, ministre de la colonisation dans le cabinet de Sir Lomer-Gouin, est de retour depuis hier d'une tournée dans la région du Témiscamingue. La principale question qui a été étudiée par l'honorable M. Perrault au cours de sa visite est celle de la construction du chemin de fer depuis Mattawa jusqu'à la rivière des 15. L'autorité, 19 juin 1920. Témiscamingue, barrage, inondation. Durant ce voyage, l'honorable ministre de la colonisation s'est attaché surtout à étudier la solution des 2 problèmes les plus importants qui intéressent la région du Témiscamingue. La construction du chemin de fer du Témiscamingue et les inondations du canton La Tulipe. De même, l'on espère pouvoir faire régler définitivement bientôt par les autorités fédérales les difficultés causées par les inondations du canton La Tulipe.
Depuis bientôt 7 ans, les colons de ce canton sont aux prises avec des difficultés provoquées par la construction du barrage de la rivière des 15, qui a eu pour effet d'élever le niveau du lac de 18 pieds et à inonder les terres d'une quinzaine de cultivateurs. Le barrage n'étant pas terminé, on ne peut encore faire dire aux autorités du département des travaux publics le maximum de l'élévation au niveau du lac des 15 et pouvoir ainsi condamner les terres qui devront être nécessairement inondées sans fermer le canton. Les autorités provinciales considèrent avec raison qu'il ne peut être question de fermer le canton Latulippe, qui, outre qu'il est essentiellement agricole, sert de débouché à 2 ou 3 autres cantons, les meilleurs de ce district au point de vue de la colonisation. Déjà plusieurs colons ont été indemnisés par les autorités fédérales et l'on croit que les autres qui ont été affectés le seront bientôt. Quoi qu'il en soit, l'honorable M. Perrault, après avoir fait la visite minutieuse de ce canton, a promis de travailler de tout le pouvoir qu'il dispose à précipiter la solution définitive de cet ennuyeux problème. Et nous espérons qu'il aura l'appui de ses collègues pour régler la question. Le peuple. 2 juin 1922. Le retour à la terre. Le Témiscamingue nous offre ses terres fertiles. Le Témiscamingue comprend une trentaine de cantons, dont le tiers à peine est occupé. La mission de Latulippe, fondée vers 1910 dans le canton de Latulippe, est desservie par le curé de Notre-Dame du Mont-Carmel. La population actuelle est de 125 âmes. Plusieurs familles pourraient s'établir dans cette belle région. Il se trouve des lots non vendus sur les rangs 3, 4, 5 et 6 du canton de Latulippe. Le canton de Gaboury, qui vient d'être ouvert à la colonisation au sud du canton de Latulippe, formera avant longtemps une paroisse nouvelle. En attendant, la mission de Latulippe bénéficiera du développement agricole de ce canton. Comme dans l'Abitibi, il suffit de parcourir les bords des lacs Expense, des 15 et Témiscamingue pour trouver des dépôts d'or et d'argent, de cuivre, de fer, etc., etc. Maintenant que le CPR se rend au lac des 15, nul doute que les capitalistes vont s'intéresser à ces gisements de précieux minerais. Il y a du granit et du gaz de toute beauté dans la région du lac des 15 et dans la baie de Gillis. Cette région est encore inexploitée et mérite qu'on s'en occupe à tous les points de vue. La patrie, 18 juin 1923. L'avenir est au Témiscamingue. La région du Témiscamingue entre actuellement dans une ère de progrès sans précédent par la construction d'un réseau de chemins de fer qui traverse dans toute sa longueur cette immense contrée. Déjà, les terrassements, les ponts et les ponceaux en béton et en fer sont terminés entre Kippewa et la rivière des 15. On place en ce moment sur ce chemin les dormants et les rails. D'ici au mois de septembre, les trains se rendront probablement à Ville-Marie. Le bulletin des agriculteurs, 12 novembre 1925. Le cercle de la tulipe. Dimanche, le 18 octobre, après la grand-messe, les cultivateurs de la tulipe, comté de Témiscamingue, ont tenu une assemblée sous la présidence de M. Alphonse Auger dans le but de fonder le cercle de l'UCC. M. l'abbé Fugère a été le principal orateur. Il a parlé de l'association professionnelle des avantages que l'apporte à ses membres et conseillé aux cultivateurs de se grouper pour étudier leurs problèmes et défendre les intérêts de l'agriculture. Une vingtaine de cultivateurs se sont immédiatement fait inscrire comme membres et ils ont élu le bureau suivant. M. Odilon Gingras, président, Alphonse Auger, vice-président, Thomas Beaulieu, Octave Leduc, Charles Gingras, adjuteur Marcotte, Trèflé Gingras, directeur, Louis Poudrier, secrétaire, l'abbé Armand Fugère, curé et aumônier du cercle. Le Devoir, 18 mars 1930. La colonisation dans le comté de Témiscamingue. La paroisse de la Tulipe, le chez-nous de l'année. Une véritable paroisse de colonisation. Sise sur le bord du lac des 15, elle tire son nom du canton ainsi nommé en l'honneur de Monseigneur Latulippe, premier évêque du diocèse d'Éléberé. Une route de 8000 en partie gravelée la réunit à la paroisse de Mont-Carmel. Tandis qu'une autre route, celle dite de la ligne centrale, donne des communications faciles avec la Verlechère, où se trouve la station de chemin de fer qui traverse le comté. Vous remarquerez sur la carte que la Tulipe est favorisée au point de vue de cours d'eau. Les 15, la baie Gillis, la Fraser, le lac Ron et le Grand Lac Expense.
Ce fait providentiel rend l'irrigation facile et naturelle des terres et favorise la fertilité exceptionnelle du sol. 58 familles, toutes de vieilles souches canadiennes-françaises et donnant une population stable de 326 âmes, forment actuellement la paroisse. Sur le nombre de ces familles, 47 vivent sur des lots soit comme cultivateurs, soit comme colons proprement dit. Ils sont venus, pour un bon nombre, des vieilles paroisses. Les jeunes, fils du sol et nés dans cette mission, y ont grandi avec l'amour de leur petite patrie. Ils ont conservé l'amour de la terre, se sont installés sur des lots voisins de la terre paternelle. 2 marchands, un maître de poste, un forgeron, un fromager travaillant pour le compte du syndicat de la fromagerie, un patron d'une scierie, moulange, planeur, constatant qu'ils produisent l'activité du coin du presbytère, aiment à s'appeler village. Bien que relativement jeune, la Tulipe n'a rien à envier aux autres paroisses. La beauté de son site et sa position géographique lui donnent une attraction toute particulière. Elle possède une organisation qui lui permet de rivaliser avec ses sœurs plus âgées. Ne l'a-t-on pas vu figurer au premier plan au dernier concours de l'UCC? Desservie jusqu'en 1927, soit par le curé de Saint-Isidore, soit par celui de Mont-Carmel, elle a depuis 3 ans son curé résident. Le presbytère chapelle, bâti au temps de la mission, garde celui qui est la vie et au pied duquel se réunissent chaque dimanche les paroissiens. Ce presbytère chapelle, situé au centre de la paroisse, facilite beaucoup l'assistance aux offices religieux, même sur semaine. Cette chapelle, cependant, doit faire place sous peu à un clocher qui fera penser à ceux des paroisses du bas de la province. Si les chemins ne sont pas tous gravelés, on s'efforce de les tenir en bon état en attendant le moment propice pour étendre sur la terre forte la couche de sable et de gravois qui donnera à ces chemins l'utile mêlé à l'agréable. Les gens d'affaires, les professionnels, les agents du gouvernement, les visiteurs, les touristes et les chasseurs vous avoueront que les automobiles se rendent facilement jusqu'aux limites nord de la paroisse. Au point de vue scolaire, chaque arrondissement possède son école. Au nombre de 4, elle se divise à peu près également quelques 70 enfants qui voient leur sort amélioré chaque jour par une commission scolaire soucieuse du bien-être de l'enfant, de son instruction et de son avenir. L'agriculture dans la paroisse. La paroisse de la Tulipe semble avoir été favorisée d'une manière toute particulière par la nature. La Providence, plus encore que dans les autres paroisses, s'est plu à disposer les rochers dans les montagnes et, entre ces dernières, une fertile vallée d'une superficie de plus de 10 000 carrés, très peu ondulée et exempte de ces roches isolées qui amènent le découragement chez les colons. Un penchant naturel vers les rivières et les lacs accélère l'égouttement des terrains. La richesse des forêts, la facilité du flottage du bois ont fait naître de nouveaux chantiers dans les cantons du nord et au sud de la paroisse. Les experts en sciences agricoles affirment que les grains venus du bas de la province ne paraissent souffrir en rien du climat ou du sol. Ce qui est vrai pour tout le comté l'est à plus forte raison pour la paroisse de la Tulipe, limitée et arrosée comme elle l'est par de nombreux lacs et rivières. M. Garon, agent du gouvernement, a constaté que les pâturages surgissent rapidement dans la Tulipe. 2 raisons en donnent la solution: la facilité du défrichement et l'abondance du trèfle. L'industrie laitière est très en honneur, heureux effet de la coopération tant dans l'organisation de la fabrique que dans l'achat des vaches laitières. En livres de fromage, en 1924, 37 423, en 1926, 42 858 et en 1929, 68 296. La production a donc presque doublé en 5 ans. Conclusion qui s'impose. La paroisse de la Tulipe est une véritable paroisse de colonisation stable et sortie bien vivante d'une décade qui lui a demandé de lourds sacrifices. Pour le colon de l'année 1930, elle sera la réalisation de son rêve. S'il a un petit capital, il trouvera des terres en partie défrichées qu'il pourra acquérir facilement pour devenir cultivateur. Cultivateur qui, chaque matin, prendra le chemin de la fromagerie, qui chaque mois recevra son chèque, profit de son petit troupeau. Le colon défricheur trouvera de beaux lots boisés, propriété de la couronne. Il n'aura que l'embarras du choix. Celui qui fera son affaire sera sa propriété.
propriété donnée gratuitement. Son voisin sera son fils. Ensemble, ils défricheront, laboureront et sèmeront, et avant même d'avoir récolté, ils recevront une récompense dans la prime du gouvernement. Alors, de colon défricheur, il est devenu cultivateur, car il songe déjà à remplacer ses étables devenues trop petites et sa grange trop basse pour y loger toutes ses récoltes de foin et de grains, avoine et autres. Serez-vous ce colon d'une paroisse dont le ministre de la colonisation, l'honorable M. de la Ferté, dans une visite l'automne dernier, prophétisait le succès avec des paroles débordantes de sympathie, gage assuré de la générosité? Pour plus ample renseignement, s'adresser à la Chambre de commerce de Ville-Marie, à l'abbé Gauvin, missionnaire colonisateur à Lorrainville, à M. Albert Gay, agent des terres de la Couronne, et à M. l'abbé Léodas Leroux, curé de la Tulipe. Le droit, 27 juin 1935. Le premier départ de nos colons est à s'organiser. Il se fera le 3 juillet. Les colons sont choisis et ceux qui le devaient ont subi l'examen médical prévu, qui a été favorable. Déjà le choix des 50 colons est fait. Seuls les chefs de famille partiront d'abord pour aller préparer leur établissement. Leur établissement se fera dans le sud-ouest de Rouen. Un deuxième groupe doit partir 2 semaines plus tard et cette fois on choisira surtout dans Hall. Les familles de ce second départ iront également dans le sud-ouest de Rouen et quelques-unes aussi dans Beauchâtel. La section espère même pouvoir envoyer un troisième groupe d'une 50aine de familles dans le nord-ouest de Brodeur, dans la nouvelle paroisse de Saint-Romuald de Moffett, qui a reçu récemment son vocable de son Excellence même, le délégué apostolique, alors qu'il faisait une tournée du Témiscamingue. Le droit, 8 août 1935. Une nouvelle veine aurifère découverte dans le Témiscamingue. D'après les autorités du Bureau des mines de la province de Québec, une veine qui promet d'être riche en minerais d'or vient d'être découverte à la mine McIntyre Porcupine dans le canton de Guillet au Témiscamingue. La veine fut trouvée à 18 000 environ à l'est du canton de la Tulipe, et comme la mine en question n'est guère éloignée d'autres du même genre qui se trouvent dans cette région, une route la reliant au centre d'activité sera construite dès le début de l'année. Le Devoir, 29 juillet 1936. Travaux dans les chemins de mine. La Tulipe à Guillet. Construction d'un chemin dans le comté de Témiscamingue à partir du village de La Tulipe jusqu'aux mines du canton de Guillet. Longueur 19 000. Coût approximatif 190 000 piastres.